L'humanité est, elle est quand même capable d'accomplir des choses absolument stupéfiantes. Ah, ça c'est clair. Quand on s'arrête pour y penser une seconde, notre espèce a réussi à éradiquer des maladies millénaires comme la variole. On a bâti des cathédrales qui semblent défier la gravité. On a marché sur la Lune. On a marché sur la Lune, exactement. Et on a même inventé des concepts immatériels d'une complexité folle, comme le droit international. C'est une trajectoire assez spectaculaire. Oui, très spectaculaire. Et pourtant, au beau milieu de tout ce génie humain, il y a cette ombre immense, cette très vieille habitude destructrice dont on semble, en fait, totalement incapable de se débarrasser, la guerre. Ouais, c'est sans doute le plus grand paradoxe de la condition humaine. Hmm. D'un côté, on observe une capacité d'innovation, d'élévation morale extraordinaire, et de l'autre, une propension récurrente, presque mécanique, à la destruction collective. C'est ça. En gros, on invente le télescope spatial, mais on continue de fabriquer des missiles. C'est fou. Et c'est exactement ce grand paradoxe qui nous amène à notre exploration du jour. La mission de cette plongée au cœur de nos sources repose sur un document absolument fascinant, Très massif d'ailleurs. très massif. Ça s'intitule « Conversations inspirantes » et ça retrace pas moins de 5000 ans d'histoire, de stratégie et de philosophie des conflits humains. Donc l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de se poser la question ultime. Pourquoi, au fond, fait-on la guerre ? Est-ce que c'est une question de biologie, genre un instinct inscrit dans notre ADN ? Ou une idéologie, oui. Voilà, est-ce le résultat d'idéologies qui deviennent folles ? Ou est-ce tout simplement une faille béante dans la façon dont on organise nos systèmes politiques ? Bon, décortiquons tout ça. C'est indispensable de le faire. Parce que pour quiconque souhaite réellement comprendre l'actualité, parfois terrifiante, qui défile en continu sur les écrans, il faut absolument prendre du recul. Ouais. Il faut observer les schémas récurrents de l'histoire humaine. Et ce qui est fascinant ici, c'est que les technologies changent, les armes évoluent pour devenir de plus en plus chirurgicales ou massives, oui. Chirurgicales, oui. Mais les motivations psychologiques et stratégiques, elles restent rigoureusement identiques depuis des millénaires. C'est dingue quand on y pense. Absolument. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut poser un cadre très clair. Vas-y. En abordant ces dynamiques, qu'il s'agisse de conflits identiques, de la guerre froide, ou des tensions modernes très polarisantes, l'idée n'est évidemment de prendre aucun parti. Zéro parti. On se contente d'observer la mécanique pure de l'histoire, d'analyser les faits documentés par les sources et de comprendre les forces à l'œuvre. La neutralité est notre boussole. Exactement. Juste les faits et la mécanique. Et pour comprendre comment cette machine se met en route, le texte nous ramène très très loin en arrière. Très loin, oui. On part en 2450 avant notre ère, dans la Mésopotamie antique. Ce qui correspond à l'actuel Irak. C'est ça. Et c'est là que les archéologues ont trouvé la trace de la toute première guerre documentée de l'histoire de l'humanité. Le conflit entre les cités-États de Lagash et Douma. Gravé dans la pierre. Et ce qui frappe tout de suite, c'est le motif du carnage. On pourrait s'imaginer une grande querelle philosophique ou religieuse. Pas du tout. Mais pas du tout. Ils se sont entretués pour un lopin de terre frontalier, un truc extrêmement fertile, un bout de terre appelé Guy Edena. Avec une ironie assez mordante d'ailleurs. Ah oui, l'ironie est totale, puisque Guy Edena se traduit littéralement par le bord du paradis. C'est fou. Et sur ce bord du paradis, on s'est massacré pour le contrôle d'un canal d'irrigation. Ouais. Parce que dans cette région semi-aride, contrôler l'eau, c'était tout simplement contrôler la vie et la survie de sa population. Lagash a fini par l'emporter, mais le modèle fondateur était posé. Un modèle tragiquement rationnel, en fait. C'est vraiment la forme la plus primaire, la plus lisible du conflit. La guerre pour la survie physique et l'accaparement des ressources naturelles. Ouais. Et ce schéma, il traverse les époques sans prendre une ride. Si on fait un bond spectaculaire dans le temps, pour atterrir à l'ère industrielle moderne, on s'aperçoit que la logique est un simple copier-coller de Lagash. Exactement. Les sources mettent d'ailleurs en avant la guerre du Golfe. De 1990 à 1991, oui. Quand l'Irak décide d'envahir le Koweït voisin, il n'y a pas de grand mystère psychologique à percer. Le Koweït, à l'époque, c'est un tout petit territoire. Mais qui détient 10% des réserves mondiales de pétrole. C'est ça. Et en absorbant ce pays, l'Irak se serait arrogé le contrôle de près de 20% des réserves mondiales prouvées d'or noir. 20%, c'est colossal. C'est un levier géopolitique et économique absolu. C'est le pouvoir de dicter les prix de l'énergie au monde entier. D'où l'intervention de la coalition internationale. Exactement, qui visait de manière très transparente à sécuriser l'approvisionnement énergétique mondial.
C'est littéralement l'équivalent moderne du canal d'irrigation de Lagash. Le pétrole a tout simplement remplacé l'eau de Sumer, quoi. Ouais. Mais bon, on pourrait se dire qu'avec nos technologies actuelles, on a dépassé ça. Eh bien non. Or, la source souligne bien que c'est pas du tout le cas. Le terrain de jeu a juste changé de minerai. Aujourd'hui, on parle du cobalt, du coltan, du lithium. Tout ce qui fait tourner notre monde moderne. Voilà, ce sont les composants indispensables pour faire fonctionner les smartphones qu'on a tous dans la poche ou pour construire les batteries de la fameuse transition énergétique. C'est ça. Et cette demande massive alimente déjà des dynamiques de conflit et d'instabilité chronique, notamment en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Sans parler du climat. Ah oui, la menace globale du changement climatique. Ça risque fort de nous ramener à la case de départ. Se battre pour de l'eau douce et des terres cultivables. Exactement. C'est le retour brutal à la géographie. Les humains ont beau construire des sociétés très sophistiquées, à la fin de la journée, il faut boire, il faut manger et produire de l'énergie. Ouais. Cependant, si la géographie et la nécessité matérielle expliquent une grande part des conflits, elle n'explique pas tout. L'histoire est aussi façonnée par des forces beaucoup moins tangibles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, Notamment d'eau, de nourriture et de richesse, on pourrait naïvement s'attendre à ce qu'elles s'arrêtent de faire la guerre, non? ce serait logique. Ce serait logique. Mais c'est là qu'entrent en scène les guerres de l'ego. On bascule carrément dans le domaine de la quête de gloire impériale, de la trace qu'on veut laisser dans l'histoire. Et le texte s'attarde longuement sur Alexandre le Grand. Une figure incontournable. Il faut vraiment se représenter la scène. C'est un jeune roi macédonien d'une vingtaine d'années. Il a eu Aristote comme précepteur. Rien que ça. Et il décide, entre 334 et 323 avant notre ère, de marcher sur le monde. Il soumet la Perse, l'Égypte. Il s'enfonce en Afghanistan et va jusqu'en Inde. Un empire de plus de 5000 kilomètres. À pied et à cheval. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Ouais, la Macédoine ne manquait pas de ressources à ce point-là. Les sources pointent vers une ambition brûlante, un complexe de supériorité fascinant. Il voulait égaler les exploits d'Achille, s'inscrire dans le mythe, quoi. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment juste une question d'ego psychologique pur ? N'y avait-il pas aussi une forme de pression politique en Macédoine qui l'obligeait à toujours aller plus loin pour justifier son pouvoir ? Alors ça, c'est une excellente nuance. L'ego est le moteur initial, c'est certain. Ouais. Mais il se confond très rapidement avec la structure de l'État. C'est d'ailleurs ce que le grand stratège militaire Karl von Clausewitz résumait par sa célèbre formule La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. exactement. Dans le cas d'Alexandre, la survie politique de son règne exigeait des victoires constantes. C'est la personnalisation absolue du pouvoir. D'accord. Et le document dresse un parallèle remarquable avec Napoléon Bonaparte, plus de 2 millénaires plus tard. Ouais, les époques n'ont rien à voir. L'Europe post-révolutionnaire est un monde super complexe. Mais la mécanique d'expansion est similaire. Napoléon ne menait pas seulement des conquêtes territoriales pour accaparer des champs de blé. Non ? Il portait un projet titanesque d'uniformisation juridique et administrative à l'échelle de l'Europe entière. Le code civil, les préfectures. Mais la grande leçon historique qui ressort de l'analyse de ces figures, c'est quand même l'extrême fragilité de leur construction. C'est le mot. Quand toute la géopolitique d'un empire repose sur le charisme, sur le génie tactique et sur la simple volonté d'un seul homme, le système porte en lui sa propre destruction. Oui. La désastreuse campagne de Russie dans le froid de 1812, puis la chute définitive à Waterloo en 1815, ça illustre parfaitement comment ces structures surétendues finissent par s'effondrer sous Leur propre poids, tout simplement. C'est terrifiant de réaliser que des millions d'individus, des paysans, des soldats, ont vu leur vie broyée juste à cause du complexe d'Achille d'un souverain ou du rêve d'uniformisation d'un empereur. Mais l'ego, c'est encore un moteur qu'on peut identifier et qu'on peut localiser chez un dirigeant. L'analyse change ensuite complètement de dimension pour s'attaquer à ce qui est sans doute le plus difficile à désamorcer. Les guerres de l'âme. Les guerres de l'âme, oui. Celles qui se jouent sur le terrain mouvant des idées, des croyances et des visions du monde. L'exemple parfait abordé dans la source, ce sont les croisades. Entre le XIe et le XIIIe siècle. Voilà, on a des foules immenses, des armées entières qui quittent l'Europe pour traverser des continents dans le seul but de reprendre Jérusalem. Oui. Il y avait des marchands et des intérêts économiques évidents derrière ça, bien sûr, mais la mobilisation de la base des gens ordinaires, ça se faisait purement au nom d'une ferveur spirituelle. C'était l'idée d'un bien absolu contre un mal absolu. C'est ça.
D'une certaine manière, quand on regarde comment les chambres d'écho numériques mobilisent les foules aujourd'hui sur la base de croyances inébranlables, on retrouve un peu de cette mécanique d'inflexibilité. Absolument, c'est la même dynamique psychologique du nous contre eux, érigée en vérité absolue. Ouais, Et cette dimension idéologique, elle s'est métamorphosée de façon hyper frappante à l'ère moderne, avec la guerre froide. de 1947 à 1991. L'enjeu, c'était plus de contrôler une ville sainte, mais de faire triompher un modèle global d'organisation de la société. Le capitalisme libéral d'un côté, le communisme de l'autre. Une guerre de religion sans Dieu, en quelque sorte. Exactement. Mais ce qui rend cette période unique dans notre documentation, c'est la présence de l'arme nucléaire. L'affrontement direct entre les deux superpuissances garantissait la destruction mutuelle. Donc la guerre classique était bloquée. Voilà. Et le résultat, c'est que le conflit idéologique s'est fragmenté et exporté. Il s'est transformé en guerre par procuration dévastatrice sur d'autres territoires. La Corée, le Vietnam, l'Angola, l'Afghanistan. Ces pays ont été réduits en cendres, non pas parce que les superpuissances voulaient annexer leurs ressources en premier lieu, mais vraiment pour endiguer l'expansion de l'idéologie adverse. La croyance pure transformée en stratégie militaire. C'est exactement ça. Ce qui nous conduit tout droit à une autre mécanique décrite dans l'analyse, et c'est peut-être la plus tragique de toutes. C'est le scénario où la guerre n'éclate ni pour l'eau, ni pour l'ego démesuré d'un empereur, ni même pour une grande idéologie. Mais parce que le système s'emballe tout seul. De manière quasi mécanique et absurde, la Première Guerre mondiale en est l'illustration la plus glaçante. Oui, 1914. On est en 1914. Un seul événement isolé se produit, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. En soi, c'est une crise régionale. Tout à fait. Mais c'est une étincelle qui tombe dans une poudrière institutionnelle, faite de traités secrets et d'alliances défensives ultra rigides. Le fameux jeu des alliances. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, ce qui oblige mécaniquement la Russie à se mobiliser pour protéger les Serbes, ce qui déclenche l'entrée en guerre de l'Allemagne, qui, pour attaquer la France, passe par la Belgique, ce qui force le Royaume-Uni à intervenir. C'est un effet domino total, que les dirigeants politiques de l'époque regardent se dérouler en perdant absolument tout contrôle. C'est fou. À l'arrivée, ce cauchemar bureaucratique fait entre 17 et 20 millions de morts, fait disparaître 4 empires de la carte du monde et accouche du traité de Versailles. Dont la dureté sèmera les graines de la Seconde Guerre mondiale, oui. C'est la guerre par erreur de système, en fait. Une erreur fatale. Cette mécanique infernale de l'engrenage repose sur un sentiment très puissant et en réalité très rationnel. La peur. La peur, pour bien saisir ça, la source convoque la philosophie politique classique, en particulier le philosophe anglais Thomas Hobbes. Dans son ouvrage « Le Léviathan », Paru en 1651. Hobbes explique que dans un état de nature, c'est-à-dire un monde où il n'y a pas de police mondiale ou d'autorité supérieure pour faire respecter les règles, on est condamné à la guerre de tous contre tous. c'est ça. Dans ce monde-là, la peur est la réaction la plus logique. Et c'est ce qui donne naissance à un concept fondamental en relations internationales, le dilemme de sécurité. Le fameux dilemme. Prenons un exemple simple. Imaginons deux voisins qui se méfient l'un de l'autre. Le premier, par pure précaution, décide de construire une clôture un peu plus haute. D'accord. Le second voit ça, il s'inquiète et il achète un chien de garde. Et le premier, voyant le chien, se sent menacé et installe des caméras de sécurité. Et le second achète une arme. L'escalade totale. Et chacun est intimement convaincu de ne faire que se défendre. Mais l'accumulation de ces défenses crée une menace perçue qui provoque l'escalade. À l'échelle des nations, c'est la course aux armements. C'est super clair. Et c'est une grille de lecture indispensable pour comprendre des impasses contemporaines. Les tensions extrêmes entre l'Inde et le Pakistan. Deux puissances nucléaires d'ailleurs. Ouais. Ou le comportement de la Corée du Nord. Ça s'explique largement par ce dilemme. La préparation défensive à la guerre finit par créer les conditions mêmes de la guerre. Alors justement, face à ce dilemme de sécurité, à cette paranoïa perpétuelle, on a quand même essayé de réagir. Heureusement. Après le traumatisme indicible de la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie à environ 60 à 85 millions de personnes, l'humanité a tenté de construire ce qui manquait au système de Hobbes, une autorité centrale. L'ONU. La création de l'Organisation des Nations Unies en 1945. L'idée fondatrice est magnifique. Créer une architecture institutionnelle globale pour empêcher par le droit et la diplomatie qu'un tel désastre ne se reproduise. Sur le papier, c'est parfait. Sauf que l'exploration de notre texte met le doigt sur une faille structurelle énorme au cœur même de cette institution. C'est pas une question de mauvaise volonté des acteurs, c'est un problème d'ingénierie du système. Et si l'on relie ça à une vision plus globale du fonctionnement géopolitique, on comprend très vite la limite de l'exercice. Cette faille, c'est la mécanique du droit de veto.
au sein du Conseil de sécurité. Oui, la charte donne aux 5 membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, le pouvoir absolu de bloquer n'importe quelle résolution. Même s'ils sont isolés contre tout le reste du monde. Exactement. Le résultat mathématique et factuel de cette architecture, tel que documenté par les sources, c'est que le système de justice internationale est instantanément paralysé dès l'instant où l'une de ces grandes puissances ou l'un de ses alliés est impliqué dans un conflit. Le système bloque. Le texte mentionne d'ailleurs à titre d'exemple historique de cette paralysie, l'utilisation du veto russe pour bloquer les résolutions contraignantes concernant la guerre en Syrie ou plus récemment en Ukraine. Bien sûr. De la même manière que le veto américain a été utilisé dans d'autres contextes par le passé. La mécanique montre ses limites évidentes quand le pays qui est censé être le juge est en même temps une des parties prenantes du conflit. Le système se bloque de l'intérieur. C'est un blocage par le sommet. Tout à fait. Et c'est justement parce que le conflit armé direct entre ces grandes puissances est devenu trop risqué et que les institutions sont bloquées que la guerre a muté. Elle a changé de forme. C'est une des parties les plus captivantes de l'analyse, je trouve. L'avènement de la guerre invisible. Oui. Les grandes batailles dans des tranchées boueuses ou les débarquements impliquant des millions d'hommes, c'est devenu l'exception. Aujourd'hui, on contourne l'obstacle en se battant autrement, sans déclarer la guerre officiellement. L'arsenal s'est totalement métamorphosé en s'infiltrant dans les réseaux même de la mondialisation. Oui. L'arme première, aujourd'hui, c'est l'économie. Les sources détaillent la mécanique implacable des sanctions internationales. Prenons le cas de l'Iran. Vas-y. En coupant le pays des systèmes financiers internationaux, l'objectif était de provoquer une contraction massive de son économie. C'est pas une bombe qui tombe. Mais les effets sur le terrain sont dévastateurs. Tangible. Les pénuries, l'effondrement de la monnaie touchant la population civile. Et c'est le même outil qui est déployé massivement contre la Russie aujourd'hui. L'objectif documenté, c'est de tenter d'asphyxier la capacité financière de la machine militaire russe, sans avoir envoyé un seul bataillon occidental sur le terrain. C'est la coercition économique utilisée comme arme de destruction lente. C'est de l'étranglement économique. Ouais. Mais ça va encore plus loin avec la guerre de l'information. Ah, les réseaux sociaux. L'utilisation massive de la désinformation. L'idée, c'est plus de détruire les chars de l'ennemi, c'est de fracturer sa société de l'intérieur, d'influencer ses élections en polarisant sa propre population. C'est très efficace. Et puis, il y a le spectre ultime de la cyberguerre. L'analyse s'attarde longuement sur l'histoire du virus informatique Stuxnet. Stuxnet, ça c'est incroyable. C'est digne des plus grands thrillers d'espionnage. On parle d'un programme informatique extrêmement complexe, développé conjointement par les États-Unis et Israël dans les années 2000. Avec un but très précis. Saboter le programme nucléaire iranien. Et ce qui est fou avec Stuxnet, c'est la méthode. Le virus s'est introduit dans le système informatique des installations nucléaires et a pris le contrôle des centrifugeuses. Se briser physiquement. Tout en envoyant de fausses données aux ingénieurs. C'est ça. Les écrans de contrôle affichaient que tout fonctionnait normalement. C'est du code informatique qui détruit du métal lourd. 0 bombe larguée, aucun avion dans le ciel iranien, pas de déclaration de guerre. Mais une destruction physique massive. Et une efficacité tactique inouïe. C'est le nouveau visage du conflit. Et c'est une grammaire dématérialisée qui nous amène à une réflexion très profonde. Avec toute cette accumulation de violence, qu'elle soit faite de lances en Mésopotamie, de chars d'assaut au XXe siècle ou de lignes de code informatique aujourd'hui, oui. La source pose la question fatidique. L'humanité est-elle prisonnière d'un cycle infernal? Est-ce que cette pulsion agressive est un fardeau biologique? C'est la question. Certains travaux d'anthropologie évolutive évoqués dans le texte sont d'ailleurs assez sombres. Ils montrent que la violence organisée entre groupes n'est pas le propre de l'homme. On l'observe chez nos cousins très proches, les chimpanzés. Ah oui, qui mènent de véritables raids mortels contre d'autres groupes territoriaux. Exactement. De quoi nourrir un pessimisme profond sur notre nature. Ça, c'est sûr que ça donne raison aux philosophes les plus sombres, qui se disent qu'on est juste des grands singes avec des armes un peu plus sophistiquées. Est-on vraiment condamné à s'entretuer? C'est la lecture tragique, oui. Mais l'analyse nous invite à la dépasser grâce à un courant de pensée fondé sur l'optimisme rationnel. Heureusement. Les travaux du chercheur Steven Pinker, notamment son livre « Les anges de notre nature » de 2011, sont vraiment centraux ici. Qu'est-ce qu'il dit, Pinker? Il démontre, avec une montagne de données statistiques, une vérité très contre-intuitive. Malgré le flux ininterrompu d'images de guerre sur nos fils d'actualité, l'humanité est en réalité, proportionnellement à sa population totale, beaucoup moins violente aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire. Nos chances de mourir de mort violente aux mains d'un autre être humain n'ont jamais été aussi basses. C'est ça.
Et selon lui, cette pacification relative ne vient pas d'une mutation de notre ADN. On n'a pas changé biologiquement. Non. Elle vient de l'invention de 3 piliers civilisateurs. La lente progression des démocraties, la construction d'institutions internationales qui imposent des règles, et surtout, Le commerce mondial. le commerce, oui. Le commerce crée une interdépendance telle qu'il devient économiquement suicidaire de bombarder son principal client ou son principal fournisseur. C'est très pragmatique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On vient de balayer 5 millénaires de sang, d'ego démesuré à la Alexandre le Grand, d'alliances fatales et de guerres devenues invisibles par écran interposé. Comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour y voir plus clair aujourd'hui? La synthèse qu'il faut retenir, c'est que l'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière. Mais comme on dit souvent, elle bégaye. Elle bégaye. Cette immense fresque temporelle, c'est pas qu'un exercice d'érudition pour briller en société. Non. C'est une grille de lecture vitale pour le présent. Reconnaître l'obsession tenace pour les ressources géographiques, identifier le moment précis où la peur crée un dilemme de sécurité, Comprendre que les sanctions économiques sont le siège médiéval des temps modernes. exactement. Tout ce savoir permet à quiconque suit les informations de voir au-delà du bruit ambiant. Ça permet de décrypter les véritables enjeux géopolitiques à l'œuvre. Comprendre ces mécaniques, c'est vraiment le seul moyen de ne pas se laisser manipuler par la complexité du monde contemporain. C'est un véritable détecteur de dynamique cachée pour lire entre les lignes de l'actualité. C'est indispensable pour notre public. Totalement. Et cela soulève une question importante en forme de conclusion ouverte. Je t'écoute. Si on met côte à côte la théorie optimiste de Steven Pinker sur l'interdépendance commerciale comme grand pacificateur de l'humanité, Oui. et l'émergence foudroyante du cyberespace qu'on a évoqué avec Stuxnet, on se retrouve face à un paradoxe qui donne le vertige. C'est-à-dire? Toute l'interconnexion extrême de notre monde moderne, les câbles d'Internet qui traversent les océans, les chaînes d'approvisionnement globales, l'intrication des marchés financiers. Tout ça a été théorisé et construit comme l'outil ultime de la paix. L'idée, c'était de nous lier si étroitement les uns aux autres que faire la guerre deviendrait impossible. C'est le principe du commerce de Pinker. Voilà. Mais quand on observe la nature des conflits d'aujourd'hui, faits de piratage, de chantage aux données, de désinformation, on est en droit de se demander l'impensable. Quoi donc? Et si cette même interconnexion, censée être notre bouclier ultime, était tout simplement en train de se transformer en champ de bataille principal de demain? Si le réseau mondial devient l'arme et la cible, est-ce que l'idée même de frontières physiques et de territoires ne devient pas totalement obsolète pour ce que pourrait être une prochaine guerre à l'échelle mondiale? Waouh! C'est une réflexion absolument vertigineuse. Le filet de sécurité mondiale patiemment tissé depuis 70 ans, qui devient lui-même la toile dans laquelle on s'affronte. C'est troublant, hein? Ça remet totalement en question notre façon de concevoir la sécurité d'une nation au XXIe siècle. C'est incroyable de voir comment une question en apparence très simple, pourquoi fait-on la guerre, nous emmène d'une querelle pour un canal d'irrigation boueux dans la Mésopotamie antique jusqu'aux serveurs informatiques invisibles qui font tourner notre monde aujourd'hui. Tout est lié. C'est clair. Et c'est sur cette pensée particulièrement provocante qui invite chacun à regarder notre hyperconnexion technologique avec un œil radicalement différent que notre analyse s'achève. Une belle boucle temporelle. L'histoire n'arrête pas de nous envoyer des signaux. À nous de prendre le temps de les décoder. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'histoire et de la géopolitique. Et gardons à l'esprit que la paix se cultive d'abord par la compréhension lucide du monde qui nous entoure. Gardez l'esprit grand ouvert.